San Andreas traverse depuis plusieurs semaines une période de turbulence politique. Un gouverneur destitué, des élections annulées, une ville en attente. Pourtant, beaucoup de citoyens, et particulièrement les nouveaux arrivants, se sentent déconnectés de ce qui se passe réellement dans leurs États. Qui gouverne? Comment fonctionne réellement le gouvernement? Comment en est-on arrivé là? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans ce reportage signé Los Santos Views. Pour comprendre la situation actuelle, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le gouvernement de San Andreas. L'État repose sur trois pouvoirs distincts. Le pouvoir exécutif, incarné par le gouverneur, chef de l'État qui représente San Andreas, et qui est élu pour un mandat de 3 mois, renouvelable. Le pouvoir législatif, lui, exercé par le Sénat. Et enfin, le pouvoir judiciaire, assuré par le DOJ, garant de l'indépendance de la justice. Nous avons rencontré Victoria Smith, vice-gouverneur et gouverneur par intérim de San Andreas, qui nous a expliqué concrètement comment tout cela s'articule au quotidien. Bonjour Madame Victoria Smith, vous êtes actuellement vice-gouverneur de San Andreas. Bonjour, tout à fait, oui. Comment fonctionne le gouvernement de San Andreas? Quelles sont les différentes institutions et comment elles s'articulent? Le gouvernement de San Andreas repose sur un équilibre entre décisions exécutives rapides et cadre institutionnel clair. Donc, en tant que gouverneur, on a pour rôle de fixer une direction tout en s'appuyant sur nos équipes pour appliquer les politiques publiques. Donc, on va énormément travailler avec le DOJ. Ensuite, on a au niveau des institutions, on a le SAST, le SAFR, l'hôpital. Nous, on va gérer toute la partie exécutive. On va avoir le côté législatif qui est laissé au DOJ et également beaucoup au Sénat. Quel est le rôle précis du gouverneur et quelles sont ses prérogatives concrètes au quotidien? Au quotidien, le gouverneur doit gérer toute la partie citoyenne. On a beaucoup de demandes de la part des citoyens, de la part des entreprises. En fait, on a l'assistance des EPU, mais on gère quand même beaucoup les impôts, donc vérifier qu'il n'y a pas de soucis dans les comptabilités, dans les déclarations de bénéfices, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds de la part des entrepreneurs. On essaye de participer aussi beaucoup à la vie des citoyens, que participer aux événements, être présent, les soutenir. Parfois, on a des demandes de subventions, que ce soit des services publics, que ce soit des citoyens. On est beaucoup sollicité pour les événements, que ce soit pour des autorisations spéciales, pour potentiellement fournir du matériel ou mettre en lien, par exemple, des événements où il va y avoir besoin des SAST ou des EMS. On participe à tout cela. Un point important que Victoria Smith nous a révélé, le gouverneur ne décide pas seul. Les décrets doivent être soumis au Sénat pour validation et parfois ils sont refusés. Comment sont pris les décrets exécutifs? Qui les valide et qui peut les contester? Pour ma part, je vais vous parler de ce que j'ai vécu en étant la vice-gouverneure de Naya Tiklo. On en a discuté ensemble. Il a évoqué les sujets qu'il aurait aimé faire évoluer. Donc à cette époque, j'étais sa secrétaire d'État. Je lui ai rédigé le décret et en fait, donc on l'a mis au propre, on l'a envoyé au Sénat et on attend d'avoir leur accord pour qu'il passe. Donc on en avait deux et il y en a qu'un qui a été accepté, le deuxième n'a pas été accepté. On nous a remonté beaucoup que des citoyens comprenaient pas trop les décrets, les décisions ou même où les trouver. On nous le reproche souvent en fait puisque on est un peu sous le Sénat et on est là pour faire appliquer et parfois on apprend les lois en même temps que les citoyens, donc c'est un peu compliqué. C'est difficile pour chaque candidat, hein, chaque mandat. On leur reproche de ne pas avoir respecté leur programme, mais en fait, il y a des choses qui sont non négociables parce que c'est un refus catégorique de la part du Sénat. C'est une réalité que nous ont aussi confirmé les citoyens et patrons que nous avons rencontrés. L'information ne circule pas facilement, les décrets sont publiés sur intranet, un outil que beaucoup de citoyens peinent à utiliser ou n'utilisent tout simplement pas. Qui s'occupe de communiquer le passage des décrets et est-ce que c'est le gouvernement qui s'assure de leur bonne communication? Oui, c'est le gouvernement qui va les transmettre, sur l'intranet à chaque fois et c'est ensuite, retransmis sur l'intranet de la ville et c'est vraiment le gouverneur ou le ou la vice-gouverneur qui fait les annonces. Nayaticlo, dit Osso, mexicain et navarro, fier de ses origines et résident du nord de San Andreas. C'est en partant d'un programme centré sur le développement de Blaine County qu'il s'est présenté à l'élection gouvernementale. Son mandat a été marqué par plusieurs actes concrets. Un accord diplomatique avec Cayo Perico, un décret fixant le prix plancher du carburant à 5 dollars le litre, un décret sur la gratuité des événements publics organisés par les entreprises et un plan de rénovation de Sandy Shore.
Son programme de campagne couvrait 6 axes: le coût de la vie et le logement, l'économie et l'innovation, l'environnement et le climat, la santé, la sécurité et la justice, et enfin la gouvernance et la démocratie. Parmi ses engagements, le développement du nord de San Andreas était le fer de lance de son administration. Les citoyens et patrons que nous avons rencontrés dressent un bilan nuancé. Certains saluent sa proximité avec le terrain et son engagement pour le Nord. D'autres regrettent un manque de changement visible ou une communication insuffisante. Victoria Smith, vice-gouverneur, nous a apporté un éclairage important sur ce point. Au Oui. niveau des décrets, du coup, qui ne passent pas, disons qui sont refusés au niveau Mhm. du Sénat, est-ce que vous avez la possibilité de communiquer là-dessus, de parler du fait que Ça vous n'est avez pas proposé? interdit. Après, on n'en a pas parlé. En tout cas, Nayati n'en a pas parlé. Mais il n'y avait rien qui l'empêchait de le faire. Ça aurait eu ses avantages et ses inconvénients. Mais il n'en a pas parlé. Après, il aurait pu. Voilà, parce que je me dis peut-être qu'au niveau de décrets qui seraient refusés par le Sénat, ce serait peut-être intéressant Ah pour les oui, ça citoyens peut. de savoir et du coup de ne pas considérer qu'un mandat a été Oui, ça aurait permis bâclé. que. Oui, c'est ça. Ça aurait permis peut-être de redorer son image et de montrer qu'il était investi sur d'autres sujets. Donc, effectivement, il aurait potentiellement dû en parler. Ce pont sur lequel je me situe relie San Andreas à Cayo Perico, un territoire insulaire indépendant gouverné par une monarchie. Beaucoup de citoyens ignorent ce qui se passe de l'autre côté de ce pont et même le fait qu'ils peuvent s'y rendre librement. Victoria Smith nous a expliqué la nature exacte de la relation entre San Andreas et Cayo Perico. Alors, c'est un territoire indépendant actuellement. Nous avons essayé, via des accords d'être, alliés avec ce territoire. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il était gouverné par un roi et une reine. Heu, c'est pour vous dire qu'il était indépendant. Ensuite, il y a eu quelques tensions et donc les accords ont été, mis en pause. Mais grâce à de la discussion, des négociations, on a pu rétablir une situation assez calme. C'est sur ce pont que dans la nuit du 23 mars 2026, les relations entre San Andreas et Cayo Perico ont connu une période de tension majeure. Nayaticlo, suite à ça, a suspendu les accords bilatéraux, une discussion tendue s'engage à la frontière, des coups de feu sont échangés avant d'obtenir une résolution pacifique moins de 24 heures plus tard. Au niveau de la crise diplomatique de mars 2026, du coup, Mmh. ce qui s'était passé au niveau du pont, est-ce que elle a, selon vous, changé durablement cette relation? Je pense que ça a été un moment de tension, je pense beaucoup de malentendus, et que grâce à de la discussion, on a réussi à rétablir une situation sereine, une relation sereine, pardon. Je pense que ça reste, des alliés. Après, parfois il y a des désaccords, mais actuellement, en tout cas, c'est apaisé donc je pense que pour l'instant, la situation est calme. Dans le sillage de cette crise, des informations confidentielles sur la teneur des négociations ont fuité publiquement. Des soupçons ont également émergé sur la loyauté de certains membres du SAFR envers San Andreas. C'est dans ce contexte tendu qu'une vague d'accusations anonymes sur Birdie, notamment de la part d'un compte connu sous le nom de Punisher, a commencé à circuler en ville. Une pétition pour destituer Nayaticlo a été lancée, menée par un membre des US Marshals, ce qui a soulevé des questions en termes de conflit d'intérêts. Face à cette contestation croissante, Nayaticlo a pris la parole publiquement pour se défendre et répondre point par point aux accusations. Malgré cette prise de parole, la pétition a atteint le seuil requis pour déclencher un référendum. Le 1er avril 2026, les citoyens de San Andreas étaient appelés à voter. 142 personnes se sont exprimées. 73 ont voté pour la destitution, soit 52% des votants. Une majorité courte qui témoigne d'une population divisée. Nayaticlo était destitué. Après la destitution, deux candidatures se sont déclarées. Marcus Cross, juge ODOJ, et Wife Victoire, candidate indépendante. Deux programmes et deux visions différentes pour San Andreas. Puis, dans la surprise, une troisième candidature a été annoncée après la date de clôture officielle fixée au 10 avril, celle de Léon Bennett, agent EPU. Le gouvernement a justifié cet ajout par un retard administratif lié à l'obtention de son casier judiciaire. Mais cette décision a immédiatement soulevé des questions, Bennett étant issu des institutions gouvernementales. De plus, son silence total depuis l'annonce de sa candidature, aucune déclaration publique ni aucun programme communiqué n'a fait qu'alimenter les interrogations. Le 14 avril 2026, Marcus Cross et Wife Victoire ont déposé un recours en justice via le cabinet Fox et Thundercloud pour contester la candidature de Bennett. La justice, à la suite de ça, a rendu sa décision un peu plus tard. La cour de San Andreas, présidée par le juge en chef Casey Justine,
a constaté qu'à aucun moment une commission électorale indépendante n'avait été constituée, comme l'exige le code pénal. Les 3 candidatures ont été déclarées irrecevables et les élections annulées et reportées à une date ultérieure. La réaction des citoyens a été immédiate. Sur Birdie, de nombreuses voix se sont élevées exprimant leur colère et leur incompréhension. Une manifestation s'est tenue devant le gouvernement et dans ce contexte, les événements se sont précipités. White Victoire a annoncé son retrait définitif de la course et son départ de la ville, et Marcus Cross a publié un communiqué officiel un peu plus tard annonçant lui aussi son retrait. Vous l'aurez donc compris, San Andreas est donc aujourd'hui sans gouverneur élu, sans candidat en lice et avec un processus électoral entièrement à reconstruire sous l'égide d'une commission électorale indépendante, aussi appelée CEI. L'État enchaîne les crises institutionnelles. Le Los Santos Views continuera de suivre ces événements et de vous tenir informés.